C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. On dit souvent que parfois aux urgences on fait que du superficiel, mais j'aime bien vraiment creuser les choses pour essayer de savoir d'où ça vient et de me dire que la prochaine fois je saurai mieux et du coup je trouve ça plus intéressant. Je me couche moins bête le soir. Laura Eouzandahan est médecin urgentiste à l'hôpital André Mignot à Versailles depuis 1 an. Avec elle, nous avons parlé de polyvalence, de transmission et de tunnel. J'ai voulu devenir médecin, je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Je sais pas, depuis toute petite, j'ai mon grand-père surtout qui était généraliste et qui me racontait toutes ces histoires de dingue à chaque fois. Et du coup, je me disais, mais je veux vraiment, vraiment faire ça plus tard. Et je crois que c'est venu de là. Alors ça fait un peu bateau de dire que ce qui m'attirait, c'est d'aider les gens, mais c'était vrai. Mais c'est surtout de me dire qu'on arrivait à aider les gens sur plein de plans différents, que ce soit humainement ou médicalement, mais je pense que quand les gens aident que sur le plan médical, ça marche pas. Et d'espérer pouvoir agir un peu sur la vie des gens et les aider comme on pouvait, quoi, à notre échelle. Et j'ai dit 5 minutes là. Oui, ça va aller. Ça va, madame? Bonjour madame. Je crois que les nerfs ils lâchent. Trop d'émotions d'un coup là. Quand j'étais en D4, j'ai hésité entre médecine d'urgence et réanimation. Donc j'ai fait 2 stages d'urgence et 2 stages de réanimation en dernière année d'externat. J'adorais vraiment les deux et en fait c'était un peu le déclic pour les urgences parce que j'adorais faire plein de choses différentes, pas avoir vraiment une spécialité d'organe et je voulais faire à la fois dans une même journée des choses graves et des choses pas graves. Donc pouvoir gérer un arrêt cardiaque, par exemple, ce qu'on voit en SMUR, comme je pouvais gérer une entorse de cheville lambda. Et donc c'est le fait de faire vraiment de voir des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, un peu de tout, et des pathologies vraiment variées. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis 2 jours que vous n'avez pas mangé? Non, ça fait depuis hier 18h. Et aujourd'hui, à partir de 10h, j'ai commencé à vomir. Envie de vomir tout le temps. Je peux pas bouger. Si je bouge, je vomis. Et pas de douleur? Non, c'est juste que j'arrive pas à supporter. Déjà, j'arrive pas à supporter mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne dans mon corps. Je sais pas quoi. Parce que là, je vais vomir à chaque fois. Alors, prévenez-moi. J'ai soif. Je peux regarder le ventre? Tellement soif, oui. J'ai passé mon DES de médecine d'urgence et sur ma dernière année d'internat, j'ai fait un stage libre en cardiologie. Et ça s'est très bien passé avec les équipes, donc ils m'ont proposé un temps partagé. Le mercredi, je suis aux soins intensifs de cardio ou ce qu'on appelle le bip d'avis. Tous les avis qui sont dans l'hôpital, c'est sur mon téléphone que ça sonne. Le vendredi après-midi, je fais des consultes cardio post-urgence. Et les autres jours, c'est partagé entre soit les urgences, soit le SMUR. Ce qui est intéressant, c'est que je vois plein de choses différentes. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'arrive à avoir des bases plus solides sur de la cardio qui m'aident quand même beaucoup plus quand je suis aux urgences. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais voulu faire le stage libre en cardio. Voilà, c'est un exercice varié. Je m'ennuie pas. Je suis contente d'aller bosser le matin, quoi. Vous avez toujours pas mal. Il n'y a pas de douleur. C'est juste ça palpite, quoi. Vous respirez un peu vite. J'arrive, je reviens. Ah non, alors ça tu coches pas. En fait, accident de travail. Tu pourras remplir le mode de vie, Anise. Il faut que tu appelles l'ORL pour elle que t'as vue. Oui, oulala, faut se dépêcher. Je prends. Oui, les urgences. Alors, elle est dans les urgences parce que j'ai entendu son nom tout à l'heure. On temporise un peu, on voit s'il y arrive et tu peux lui mettre un petit 500. Madame, vous allez aller dans le service de réanimation. Dans le fait d'être multitâche, moi, ce que j'aime, c'est... Alors, les interruptions de tâches, c'est un peu plus difficile à gérer. Je dirais pas que j'aime les interruptions de tâches, c'est pas vrai. Mais le fait de faire plein de choses différentes, c'est... Je sais pas, je trouve ça stimulant. Ça m'apporte quelque chose parce que à chaque fois qu'on a un patient qui vient pour une pathologie différente, je me dis, je vais essayer de traiter ce qui lui arrive. Mais j'aime pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que je vais pas juste traiter un peu le superficiel. Je vais essayer de trouver la cause, de faire en sorte que
que ça aille mieux, que ça recommence pas. On dit souvent que parfois aux urgences, on fait que du superficiel, mais j'aime bien vraiment creuser les choses pour essayer de savoir d'où ça vient et de me dire que si par exemple un jour ça je connaissais pas ou je savais pas, ou c'est un spécialiste qui m'a dit ça par exemple c'est telle ou telle pathologie qui est un peu plus rare, du coup je vais aller me renseigner dessus et je me dis la prochaine fois je saurai mieux et du coup je trouve ça plus intéressant, je me couche moins bête le soir. Bonjour madame. Oui, là. Je suis le docteur Dahan, je suis une autre des médecins du service. On est plein aujourd'hui. Je peux regarder? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas du faux ça. Ce matin c'était noir Ce et matin, c'était au moins 1 litre. Ouais. Mais c'était, je crois que c'était Et pas du liquide. sang. Vous avez mangé quoi hier soir? Vous avez mangé de la viande rouge? Non. Des betteraves? Non plus. Et elle avait beaucoup de gaz et là elle a plus de gaz mais elle a des BHA. Ok, bien tu me racontes bien. On arrive madame. L'hôpital public, je trouve ça vraiment intéressant. On arrive à avoir vraiment une patientèle très variée. Là, maintenant, c'est pas un désir que j'ai d'aller travailler dans une clinique. Je suis très bien où je suis et ça se passe plutôt bien. On n'a pas de transmission vraiment de connaissances dans les cliniques privées. Et moi, j'adore faire ça. Les étudiants, à chaque fois, qu'ils soient 2e ou 3e année ou même les internes, quand on peut leur apprendre plein de trucs et ils ont des paillettes dans les yeux, ils sont super contents parce que ils ont appris plein de trucs, ils ont réduit une épaule aujourd'hui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils sont super intéressés et du coup ils sont hyper J'ai motivés. une patiente de 90 ans qui a comme principal antécédent un adénocarcinome du pancréas qui a arrêté d'être traitée en juin et depuis cette nuit elle arrivait pas du tout à dormir, elle avait tout le temps des remontées vomissements, de liquide avec plein de glaire et de crachats et ce matin vers 10h elle décrit 1 litre de vomissements noirâtres. Qui c'est qui a estimé 1 litre? C'est elle. Pompier? C'est elle. Et là, cliniquement, elle est... Cliniquement, elle est Glasgow 15, consciente et orientée. Elle est apyrétique. Elle était hyper tendue à 15,6. Ok, on fait quoi? Moi, j'aurais bien fait écho-abdo, voire scan abdo direct. Mais tu penses qu'il y a quoi? Hémorragie dige haute ou décompensation de son cancer avec des métas qui saignent. Mais avant le scan. La bio, elle est partie. Ah oui, voilà, non mais la bio. Il faut la prescrire. Tu mets quoi dedans? NFS, TPTC. Et moi, quand j'étais externe, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça veut dire que j'aimais pas être une plante verte dans un coin et ça m'est vraiment très, très rarement arrivé. Parce que quand on voit que les étudiants sont motivés, on a envie de leur apprendre plein de choses. Et ça, moi, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça, c'est vrai que le travail à l'hôpital, c'est vraiment bien parce que les étudiants, ils sont motivés. C'est super cool quoi, pour nous et pour eux. Et antalgique? Évidemment. Mais du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas, qu'est-ce que tu mettrais? De base, paracétamol, elle en prend au long cours, elle a l'habitude. Accupant, c'est confusiogène, c'est pas malin, QTC. Tramadol, bof, chez la personne âgée. Ouais, tramadol, morphine. vieux, tramadol, interdit. Morphine. Morphine, c'est un peu violent quand même. Ouais, elle a pas si mal là. Oui, en vrai, moi j'aurais juste commencé avec paracétamol et Un voir autre comment truc elle va. qui, quand t'as mal au ventre? Spasson. Ouais, pour moi ça marche pas donc je. Alors, le spasson qui marche, c'est le Débrida, mais je crois qu'on n'en a pas ici. Ah. Ça m'arrive souvent de me dire ça, je l'ai appris pendant mon externat, ou même si c'était pas forcément en stage. J'étais en dernière année d'externat et on avait eu un cours en amphi fait par un radiologue juste avant les ECN. Du coup, il y avait personne en amphi. On était 15 dans l'amphi parce que les gens travaillaient et plus personne voulait venir. Et il nous avait fait un cours en nous disant si un jour vous avez un patient qui vient pour une douleur lombaire à gauche et qu'il est assez âgé, qu'il est hyper tendu, pensez à la dissection de l'aorte, pensez-y. Et donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête quelque part. Et sur mon premier semestre d'internat, sur ma première garde, il y avait une 15aine de dossiers en attente. Et j'ai regardé les motifs. On ne choisit pas nos dossiers, on prend par ordre d'arrivée, ordre de gravité. Et ce patient-là avait été étiqueté colique néphrétique. Et en fait, je l'ai pris parce que j'ai vu le motif et je me suis rappelé ce prof. Et en fait, c'était une dissection. Et le monsieur s'en est sorti. Alors après, un arrêt cardiaque et tout, mais il s'en est sorti vivant. Parce que je suis allée récupérer les infos pour avoir la fin de l'histoire. Et j'ai envoyé un mail à ce prof d'externat. Et je lui ai dit, vous avez sauvé un patient aujourd'hui parce qu'en fait, je l'ai vu et je l'ai pris. Et je m'en suis occupée parce que j'avais ce souvenir-là. Et il était super content. Il m'a dit, c'est grâce à ça que je suis professeur, c'est parce que du coup, il y a des étudiants qui nous rappellent. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, ouais. J'étais en 2e année de médecine, dans un service de pneumologie. Donc j'avais jamais examiné de patient de ma vie.
Et on était 5 externes et on est rentrés à 5, comme 5 petits canetons dans la pièce. Et il y avait un patient assis sur une chaise au milieu de la pièce. Et le médecin nous a dit, allez-y, examinez-le. Et en fait, on savait rien faire, quoi. On avait un stéthoscope dans la main, on savait même pas où il fallait le poser. C'était notre premier stage, c'était notre première semaine. J'ai été gênée par plusieurs choses. La première, c'est que déjà, je savais rien faire. Donc j'étais vraiment une poule devant un cure-dent, c'était difficile. Et la deuxième, c'est que je me suis mise à la place du patient, même s'il était d'accord, il était d'accord. Ça, je crois que c'est le premier souvenir que j'ai d'un patient. Donc c'est vrai que maintenant, quand je vois un patient qui a un diagnostic intéressant ou quelque chose d'intéressant pour un externe ou un interne, je lui pose la question. Est-ce que déjà il est d'accord ? Je lui explique pourquoi je voudrais que l'interne vienne voir. Si les gens hésitent, je le fais pas. Je vais filmer par exemple l'échographie et je vais aller la montrer aux internes. Si je les fais venir, je peux aussi leur dire on fait à tour de rôle ou des choses comme ça. Je sais pas si vous ont expliqué ce qu'elle avait ou pas du tout. Il m'en a dit 2 mots, mais déjà depuis quelques jours, elle n'était pas très bien. C'est pas quelque chose de grave, oui. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une désadaptation à l'effort. En ce moment-là, ils ont vu beaucoup de cas en post-Covid. Ils ont réussi à regarder le Holter qu'elle a fait avant-hier, qu'on a comparé avec l'examen, l'ECG qu'ils lui ont fait ici dans le SMUR pendant qu'elle a fait les malaises répétés et même ici chez nous. C'est identique. D'accord. Donc c'est certain que c'est ça. Elle était en rythme sinusal, c'était il n'y avait sinusal, pas de souci. Il n'y avait pas... Vous êtes... Je suis infirmière anesthésiste. Ah oui, fallait commencer par ça, d'accord ? Je vous aurais pas parlé comme quelqu'un qui connaît rien. Ça fait rien. Donc oui, c'était on n'a pas toujours le temps de tout expliquer vraiment de A à Z à toutes les familles. C'est pas possible. Pour tout ce qui est grave, on prend tout le temps. Enfin, moi, j'ai jamais vu un cas grave d'aucun médecin autour de moi. Ici en tout cas, qui n'a pas pris le temps d'expliquer aux familles. Et en fait, j'estime que quelqu'un qui a toute sa tête, qui peut comprendre ce qui lui arrive, expliquer avec un dessin de 1 minute ou juste avec des mots faciles, ça va rajouter 2 minutes max à la consulte. Et même si on est pressé, je pense qu'on n'est pas à 2 minutes près. Donc je pense qu'il faut expliquer aux gens parce que déjà, ça fait passer la pilule un peu plus facilement d'attendre 2 heures de plus quand en fait on a compris ce qu'on attendait, on a compris ce qu'on avait. Les familles qui sont très inquiètes, ça les aide. Et après, ça aide pour le traitement, pour le suivi, tout ça. Quand les gens ils ont compris, c'est plus facile. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus, mais je pense qu'on n'est pas à 2 minutes près. Il faut expliquer aux gens. Moi, si je me retrouve aux urgences et que je connais rien en médecine, qu'on m'explique rien, je le prendrais super mal. Et quand on vous assoit, ça fait quoi ? Vous vous sentez pas bien ? J'ai l'impression que ça tourne un peu. Là, en gros, c'est ce que j'ai expliqué à votre maman et à vos parents, qu'on a vu avec le rythmologue. Le traitement, on vous l'a donné. Après, il n'y a pas de traitement miracle. Il faut que votre cœur se réhabitue. Donc c'est du progressif. Donc on peut vous garder, mais on va pas. Enfin, vous voyez, on va pas faire grand-chose. Donc là, on essaie. Vous voyez, c'est vraiment rapide. C'est le temps dès qu'il y a le moindre effort. Donc là, vous êtes passé à 130 et en 1 minute, vous êtes à 90. Ah ouais, mais là, je sens que. Donc c'est le temps que. Oui, c'est dès que faire leur mouvement. Bon, on fait un petit test, on voit. Vous nous dites comment ça évolue. On essaie de se mettre debout. On fait 2-3 pas et on voit. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est mon premier arrêt cardiaque en SMUR. J'étais en 3e semestre de médecine d'urgence. C'était mon premier stage de SMUR et on est parti pour un arrêt cardiaque sur une dame qui avait 80 ans, je crois, de mémoire. Donc il y a eu la réanimation qui a été faite par le médecin que j'accompagnais, qui m'a tout expliqué. La dame s'en est pas sortie, on a arrêté la réanimation, il a fait l'annonce à la famille. Et en fait, la fille avait eu une réaction très particulière. Elle s'était mise à courir dans le couloir sans s'arrêter. Et elle répétait qu'il fallait qu'elle fasse la vaisselle, qu'il fallait qu'elle fasse la vaisselle. J'étais là, à côté, mais en fait, j'étais pas bien du tout. Quand on est parti, j'arrivais pas à m'en remettre. Et en fait, l'équipe n'avait pas du tout vu que moi, ça allait pas. Parce qu'en fait, eux, quand on fait du SMUR, des arrêts cardiaques, on en fait tous les jours, presque. Et les infirmiers, les ambulanciers, les médecins, ça fait des années qu'ils voient ça. Et en fait, moi, c'était la première fois. Et donc, ça allait pas du tout. C'était un enfer parce que j'arrivais pas à dormir, parce que je faisais que y penser, parce que c'était difficile, quoi. Et j'en ai parlé au bout de 2 jours, je crois, à quelqu'un de l'équipe qui m'a dit tu sais, on n'oublie jamais, mais on s'adapte et on s'y fait. Et je pense que c'est vrai. Depuis, j'en ai vu pas mal, des décès, et le fait d'en voir de plus en plus, de savoir ce qu'il faut faire et de se dire qu'en fait, on a fait le maximum et que
S'il est décédé, il est décédé en fait. Des fois on peut pas faire plus, on peut pas sauver tout le monde, donc on fait le max et si ça marche pas, ça marche pas. Mais de se dire qu'on arrive encore à se regarder dans un miroir parce qu'on a fait le maximum, je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à avancer. Je vais juste appeler cardio parce que 0,1 ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est Laura. C'est Xavier ? Ouais. Il y a un monsieur qui est chez nous en bas, celui que tu as vu tout à l'heure en passant. T'as pas fait attention. C'est un monsieur qui a 59 ans, qui a été ablaté d'un flotteur à P2. Pas de TC, pas de PC, pas de vraie douleur taux, juste un son de malaise. Il arrive ici à 140 par minute. Voilà, et j'ai essayé de le ralentir. Il a eu 2,5 de bisossé. J'ai pissé dans un violon. Il est passé de 140 à de 135, 140. Attends, il vient de se réduire à l'instant. À l'instant, là devant moi. Il était à 140 il y a 2 secondes, il est à 60. Ça va mieux, monsieur ? Ok, donc ça te choque pas. Parfait. Ouais. Bon, il s'est réduit en fait au moment où je l'ai appelé. T'as vu ? Tu pourras lui refaire un autre CG, s'il te plaît ? Ouais. C'est la magie. J'ai rien fait, j'y ai pensé, j'ai appelé et hop, ça a marché. Des fois, quand on pense très fort, ça marche. Après, il y a toujours des cas, même maintenant, où en fait, si c'est un décès d'un patient jeune, soit on projette un peu parce que c'est le même âge que, je sais pas, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tantes. Ça, c'est difficile, mais il y a des choses où on a du mal à passer au-dessus. J'ai pas de réponse sur comment on décharge, je sais pas. Moi, je parle beaucoup avec mon mari, avec mes amis, avec des collègues. Quand il y a un truc qui va pas, je pense qu'il faut pas le garder. Faut en discuter, alors parfois c'est pas la bonne personne. Moi, mon mari, par exemple, il est pas du tout dans le médical, donc parfois ça aide de parler avec quelqu'un qui est pas du tout du milieu. Parfois, on a envie de parler avec quelqu'un qui est du milieu mais qui n'a pas du tout vécu l'intervention ou quelqu'un qui a vécu un truc un peu similaire. Je pense que pour décharger, il faut parler. Enfin, moi, c'est ce que je fais et ça marche. Et l'autre fois où j'ai eu beaucoup de mal aussi, c'était un arrêt cardiaque en SMUR. J'étais encore doublée. J'étais interne, donc j'avais encore un médecin avec moi. Et on est parti sur un arrêt et en fait, impossible d'intuber le patient. J'y arrivais pas. J'ai essayé 3 fois, j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai tunnelisé et je me suis dit, si j'y arrive pas, j'ai tout raté, quoi. J'arrivais pas à sortir de ce tunnel sans fond. Il y avait plus rien autour à part fallait l'intuber, alors qu'en fait, non. Enfin, il y a plein d'autres trucs à faire que l'intuber. Et elle a essayé, la médecin avec qui j'étais, à la 3e fois, elle a réussi. Quand on est rentré, je lui ai dit, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'était jamais arrivé dans le passé, sur un truc gravissime. Et je lui ai dit, j'ai tunnelisé. Donc on en a longtemps parlé. Et maintenant, je dis souvent aux équipes avec qui je sors, si un jour vous avez l'impression que je suis en train de tunneliser sur un truc, faut me le dire, parce que moi, je vais peut-être pas m'en rendre compte, quoi. Et ça m'est pas réarrivé depuis, donc je touche du bois, c'est bien, mais on sait jamais, ça peut recommencer. C'est bon, elle est remise son épaule, Alice. T'as dit quelque chose, Laura ? J'ai dit, elle est remise sur son épaule. Ok, trop bien, merci beaucoup. Il est sous Verapamil plus Périnodopril. Ouais. Il a que ces 2 traitements-là. Ouais, ah ouais, c'est ça, là. Tiens, c'est un IEC. Ouais. Il a une turciacique et un IEC. Et le problème, c'est qu'il a une poussée hypersensible malgré ces 2 traitements-là. Et c'est qu'est-ce que je peux lui donner, moi dans on n'a pas le choix, de toute façon, parce que on peut pas lui remettre un inhibiteur calcique, il l'a déjà. Il a ça et ça. Donc on peut mettre que thiazide. Mais oui, mais là, tu vois, je peux pas le mettre. Je trouve que les équipes nous apprennent plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs par des vieux infirmiers qui bossaient depuis plus de 30 ans dans des services d'urgence ou de SMUR, machin, et j'aurais dit, ah bon, mais ça, j'ai jamais vu. Donc, être humble et apprendre de tout, ça, je trouve que c'est hyper important. On a cette chance-là quand on est à l'hôpital ou quand on n'est pas dans un cabinet tout seul, c'est qu'on a des équipes et ça, c'est hyper important parce que quand on est tout seul face à un flux de patients incommensurable, c'est pas possible. Quand on voit qu'il y a quand même des gens qui restent derrière un rideau ou dans un couloir tout seul pendant des heures, mais qu'on voit qu'il y a des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui expliquent aux gens, qui essaient de leur parler, qui essaient quand même de faire leur maximum alors qu'on n'a pas de ressources, je pense que ça, c'est hyper important. J'ai jamais eu envie d'arrêter. Jamais. Je pense qu'on arrête quand on a l'accumulation de plein de petits trucs sur des années, qu'on prend pas du tout de temps off et qu'on est sous l'eau, ou qu'il nous arrive un truc atroce un jour et qui fait que ça fait déborder le vase. Moi, j'ai une bonne étoile. Donc, j'ai jamais eu ça. J'espère que j'aurai jamais ça, mais j'ai jamais eu envie d'arrêter. Pas encore. Après, je viens d'arriver.
Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef, Alice Deschenaux, et le rédacteur en chef numérique, c'est Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lelty, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!